Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, des centaines de milliers de fidèles attendus à Rome pour les funérailles du pape François samedi matin. Vous découvrirez l'église dans laquelle, par testament, il a choisi d'être inhumé dans une sépulture simple, loin du Vatican, un choix qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait depuis 3 siècles. Le démantèlement du plus important réseau d'orpaillage clandestin en Guyane. Plus de 7000 chercheurs d'or sévissent dans ce département français, alors que le cours du métal jaune a atteint un record historique aujourd'hui. Les 4 auteurs présumés d'une fusillade en plein jour jeudi dernier à Rennes, mis en examen et incarcérés, ils avaient été recrutés sur les réseaux sociaux. Leur mission était de reprendre un point de deal en éliminant physiquement leurs concurrents. Dans ce journal également, une folie à l'échelle mondiale. L'engouement pour une barre chocolatée fourrée à la pistache fait flamber le prix de ce fruit. La pénurie n'est pas loin. Enfin, vous verrez comment placer vos économies en devenant propriétaire d'une vache ou d'un champ pour ensuite les louer à des agriculteurs qui vous verseront un loyer. Étonnant reportage à la fin de ce journal. Ils ont été les tout premiers à rendre hommage au pape François. Les membres du personnel de la résidence Sainte-Marthe se sont inclinés devant son cercueil exposé depuis ce matin. Les cérémonies auront une toute autre ampleur samedi à l'intérieur de la plus grande église du monde, la basilique Saint-Pierre de Rome. Ignacio Bornassin, Laura Rudeau et David Bordier. Son corps, béni par les cardinaux, repose dans un simple cercueil en bois, dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, là où le pape François a vécu pendant son pontificat. Juste après sa mort hier, ses appartements ont été scellés à l'aide de ce ruban rouge, comme le veut la tradition. Le début d'un protocole bien précis jusqu'à ses obsèques samedi matin. Le corps du pape François sera d'abord transféré demain à 9 h, depuis la résidence Sainte-Marthe jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Les fidèles pourront alors se recueillir auprès du corps du souverain pontife, un moment très attendu à Rome. Bien sûr que nous serons là. Je suis encore très émue, car c'est le meilleur pape que nous n'ayons jamais eu. On se dit qu'on vit un moment assez historique. On espère pouvoir vivre l'événement avec les Romains. La veillée funéraire prendra fin vendredi soir pour laisser place aux obsèques samedi à 10 h. Le pape François rejoindra alors sa dernière demeure à quelques kilomètres du Vatican, la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Une église baroque, plus sobre que la basilique Saint-Pierre, et dans laquelle sont déjà enterrés 7 autres papes. C'est derrière cette cloison, juste à côté de la chapelle dédiée à la Vierge Marie, que se trouvera la tombe du pape François. Une sépulture en toute sobriété à son image, comme il l'avait souhaité dans son testament. Le sépulcre doit être dans la terre, simple, sans décoration particulière et avec la seule inscription Franciscus. Un pape humble, moderne, qui se voulait proche du peuple. Voilà le souvenir que gardera Nathalie Bécard du souverain pontife. Elle est la première femme nommée par le pape François à un haut poste de responsabilité au sein de l'Église. Pour elle, ce choix du pape François était évident. Ça dit surtout son grand amour de la Vierge Marie. À chaque fois qu'il partait en voyage et à chaque fois qu'il revenait de voyage, il allait se prier devant cette icône. Et encore, quand il est sorti de l'hôpital, il est passé devant la basilique pour aller faire déposer un bouquet de fleurs là. Donc c'est un lieu qui lui était très cher. Samedi, des dirigeants du monde entier seront à Rome pour les obsèques du pape. Parmi eux, Emmanuel Macron, Donald Trump, le roi et la reine d'Espagne, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky ou encore Javier Milei, le président argentin. Viendra ensuite le temps du conclave, où les cardinaux auront la tâche d'élire le 267e pape de l'histoire. Précisément, certains officiers au bout du monde, ils n'arriveront que dans les prochains jours à Rome. Mais dès ce matin, 9 h, les cardinaux étaient convoqués pour préparer le conclave qui élira le successeur du pape François. Un scrutin nul autre pareil, puisque personne n'a le droit d'être officiellement candidat. La Constitution du Vatican interdit également tout accord, toute négociation. Et pourtant, il va se passer bien des choses en coulisses. Gwenaëlle Bellec et Laura Rudeau. Les uns après les autres, sac sur le dos parfois. Les hommes les plus scrutés du monde arrivent au Vatican. Les cardinaux qui vont élire le pape évitent les questions trop précises. Pour l'instant, on accompagne le pape François dans la prière. Le reste, on verra plus tard. À l'intérieur du Vatican, les premiers arrivés salle Paul VI ce matin. Pour la première réunion formelle, on l'appelle Congrégation générale.
Ces rencontres auront lieu tous les jours jusqu'au conclave. Elles sont déterminantes. On a beaucoup dit que ce qui avait conduit à l'élection du pape François avait été son intervention pendant les congrégations générales, qui avait beaucoup marqué les esprits et les cœurs. Et donc, à partir de la manière dont chacun s'exprime, progressivement, plusieurs vont se dire, tiens, un tel, il a quand même quelque chose à nous dire. Un tel, pourquoi pas? Conservateurs, progressistes, chacun se positionne. Il faut aussi apprendre à se connaître, car beaucoup ont été nommés récemment par François. Les temps informels, les temps de pause, les temps extérieurs sont également très importants pour pouvoir peut-être avoir des discussions plus personnelles. Rome est un grand restaurant à ciel ouvert quand il fait beau. Il y a des beaux endroits pour prendre un cappuccino et refaire l'église fraternellement. Il existe déjà une liste des papabile, les papes potentiels. Sera-t-il italien? 3 des favoris le sont, les voici. Reviennent aussi les noms d'un Suédois, un Philippin, un Ghanéen et un Américain. Le Français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, est également cité parfois. Prêt à devenir pape si jamais on dit que vous êtes dans la liste des 22 ? Dans les listes, vous savez, ça change, ça. D'ici 15 à 20 jours s'ouvrira le conclave Chapelle Sixtine. Les 135 cardinaux de moins de 80 ans procéderont alors au vote dans le plus grand secret. Quoi qu'il arrive, c'est un Français, le cardinal Mamberti, par ses fonctions au Vatican, qui prononcera le fameux Habemus Papam. Nous avons un pape. Habemus Papam. En France, tous les drapeaux seront mis en berne samedi sur les bâtiments publics, jour des obsèques du pape. À Rome, on attend des centaines de milliers de fidèles. Certains sont déjà sur place. La ville se prépare à un événement d'une ampleur exceptionnelle. Lise Cloy et Pauline Lormand. En 33 ans de carrière, Gianluca avait rarement connu un tel pic de réservation. Samedi, on n'a que 2 chambres de disponibles. On a reçu comme une secousse électrique. Les téléphones sont devenus fous. Les clients voulaient savoir si des chambres étaient libres, tout en s'assurant d'avoir accès à notre terrasse. Car ce n'est pas n'importe quelle terrasse. On monte au 5e étage, à la terrasse des papes. Bien nommée, car elle permet une vue imprenable sur la basilique Sainte-Marie-Majeure, là où le pape sera inhumé samedi. Ça, c'est la rue par laquelle arrivera le cortège funéraire. Avec la demande, le prix de la vue et donc celui des chambres a presque été multiplié par 2. Son chiffre d'affaires devrait augmenter de 20% ces prochains jours. C'est ce qu'espèrent aussi les dizaines de vendeurs de souvenirs. Nous, on vend beaucoup de croix à l'effigie du pape, comme celle-ci. Les statues, les porte-clés. Il est décédé seulement hier. Il faut que j'évalue si je dois en recommander ou pas. Pour l'instant, on a du stock. Déjà, des clients venus spécifiquement pour le pape François. On va prendre celle-ci. On voudrait ramener quelque chose en sa mémoire. D'ici les funérailles, des centaines d'autres statues patientent dans la remise. Marcelo, lui, n'a pas attendu pour réarranger sa vitrine. On espère que dans les jours à venir, les gens vont redécouvrir ce pape qui fut si grand. On espère que les ventes vont augmenter aussi. À 2 pas, les forces de l'ordre ont investi les rues. La ville prépare un important dispositif de sécurité. Selon les médias locaux, près de 500 000 personnes sont attendues lors des funérailles. Et je vous donne rendez-vous samedi matin avec Anne-Claire Coudray pour suivre en direct les funérailles du pape François. Nos envoyés spéciaux seront sur place pour cette matinée historique sur TF1 et sur LCI. Un record historique a été battu aujourd'hui. Pour la première fois, l'once d'or a dépassé la barre symbolique des 3 500 $, soit 100 000 € le kilo. Cette envolée des cours explique en grande partie la situation en Guyane. Ce département français vit sous la pression permanente des orpailleurs clandestins. Un réseau d'une ampleur sans précédent vient d'être démantelé. Léa Merlier, Maureen Bajac et Nathalie Marielle. La saisie est exceptionnelle. Plus de 10 tonnes de matériel.
Moteur, groupe électrogène, 3700 litres d'essence, une pirogue et même des vivres destinés à approvisionner des sites d'orpaillage illégaux à travers la Guyane. 3 Brésiliens et un Français ont été interpellés. C'est la première fois qu'un réseau entier est démantelé. Ce groupe criminel est en lien directement avec les chantiers d'orpaillage et les alimente sur demande en carburant, en matériel divers, en nourriture, pour pouvoir justement continuer à orpailler sans sortir des sites. La Guyane compte environ 500 sites d'orpaillage illégaux, traqués inlassablement par les gendarmes au milieu de la forêt. En février dernier, les voici détruisant le matériel utilisé par les garimperos, des chercheurs d'or clandestins. Pour extraire le précieux métal, ils utilisent notamment du mercure, dévastateur pour l'environnement. Des extractions sauvages, laissant des trous béants dans la canopée. Ces clandestins, aux mains de réseaux mafieux, n'ont aucun mal à rentrer sur le territoire français depuis le Suriname ou le Brésil, voisins. Ces bandes, parfois armées, n'hésitent pas à faire usage de la violence contre la population guyanaise ou les militaires qui les traquent. En 2023, un gendarme du GIGN a été tué lors du démantèlement d'un site. Chaque année, une dizaine de tonnes d'or est extraite illégalement en Guyane. 5 jours après la fusillade à la Kalachnikov en plein jour à Rennes, 4 hommes ont été mis en examen et écroués. Ils sont âgés de 21 à 23 ans. Selon le procureur de la République, ils tentaient de reconquérir un point de deal en éliminant physiquement leurs concurrents. Les membres de ce commando auraient été recrutés dans plusieurs régions. Paul Gély, Guillaume Chiez et Antoine Pocry. Le restaurant a rouvert aujourd'hui, encore marqué par les impacts de balles. 5 jours après la fusillade ayant fait 4 blessés. On est bien intégré dans le quartier, les gens nous apprécient, ils viennent très souvent ici. On a les étudiants effectivement qui remontent moins parce que ils ont peur. Qui sont ces hommes qui ont tiré à l'arme lourde en plein après-midi à Rennes? Les mis en examen ont entre 21 et 23 ans. Tous sont déjà connus pour des trafics de stupéfiants ou des violences. Le premier vient de la région parisienne. Il a reconnu avoir filmé la scène et brûlé le véhicule. Les autres nient les faits. 2 d'entre eux sont originaires de Tours. Le dernier est marseillais. Que faisaient-ils ici, en Bretagne? Ils étaient missionnés par un clan parisien qui cherche à s'étendre. Les trafiquants de stupéfiants sont à l'étroit à Paris, il y a beaucoup de police, il y a beaucoup de concurrence. Donc à partir de là, ils vont chercher de nouveaux horizons et Rennes est une ville particulièrement festive avec un marché important en termes de consommation de stupéfiants. Des Parisiens prêts à tout pour s'emparer de ce marché, selon le procureur de Rennes. Reconquérir par tous les moyens le point de deal à la demande de leurs commanditaires en éliminant physiquement leurs concurrents. Rennes compte environ 35 points de deal, répartis dans 4 quartiers différents. Celui de Villejean est particulièrement lucratif. Il rapporte plus de 20 000 € par jour. Les jeunes que nous avions rencontrés sur place au lendemain des faits ont bien conscience des convoitises qu'ils suscitent. Ces derniers temps, le réseau il avait pris de l'ampleur. Ça fait des jaloux, ça veut dire qui fait jaloux, qui dit guerre. L'opération commando de la semaine dernière était préparée de longue date. Les suspects louaient depuis plusieurs semaines un appartement dans cet immeuble rennais, une base de repli où 3 d'entre eux ont été arrêtés. 4 départements sont toujours placés ce soir en vigilance orange crue. Vous les découvrez, la Charente-Maritime, la Gironde et la Dordogne. À Périgueux, le niveau de l'eau est au plus haut depuis 30 ans. La crue a été extrêmement rapide dans les champs qui ont été inondés. Les agriculteurs commencent à évaluer les dégâts. Baptiste Guénet, Antoine Casabonne et Corinne Chevreton. Ils ont surveillé la montée des eaux toute la journée. Le pic de crue a été atteint il y a quelques minutes. À Mussidan, la rivière Lille n'avait pas autant débordé depuis plus d'un quart de siècle. Je arrivais à 15h ici et j'arrivais à rentrer à pied là-bas. Et là, il est 19h. Il est 19h à la montée de 20 cm. Toute l'après-midi dans ce secteur, l'eau a continué à monter. À 17h, les plus téméraires tentaient encore le passage sur cette route inondée, alors que d'autres préféraient déjà renoncer. Vous attendiez pas à ce qu'à cette heure-ci, ce soit inondé sur cet axe ? Oui, effectivement. Je pensais que c'était redescendu. Surpris, oui, parce que là, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne vais pas tenter de passer. Là. À quelques kilomètres de là, à Saint-Astier, l'eau a envahi les rues. Certains habitants se sont retrouvés coincés chez eux.
Les employés de la mairie multiplient les interventions. Une trentaine aujourd'hui pour, par exemple... Je vous apporte quelques vivres pour ce soir. Cette femme s'est réfugiée au premier étage de sa maison avec ses animaux. Ils m'ont dit que vous ne voulez pas être évacués, maintenant mes chiennes vont être dans un refuge et tout, je n'en veux pas. On a fait venir les pompiers, elle dit non aux pompiers, elle dit non à la commune, on peut pas l'obliger. Voilà. Bon là elle est en sécurité, elle a de quoi se nourrir. À Neuvic, 20 personnes ont été évacuées de ce camping ce matin. La gérante attend la décrue pour pouvoir évaluer les dégâts. Une inondation en plein mois d'avril. La saison commence mal. Forcément perte de chiffre d'affaires, plus perte matérielle et les travaux que ça m'a engendré. Mauvais début de printemps pour cet agriculteur également. Ces semis de maïs avaient été plantés il y a 15 jours. Il va falloir tout recommencer pour un coût qu'il évalue entre 30 000 et 40 000 euros. Passer du matériel pour tout retravailler, ressemer. Et bon, après, c'est le budget que voilà, ça va pas trop le faire quoi, pour nous, quoi. Une soirée de relative accalmie commence sur ce tronçon de l'île. Dès demain, de nouvelles pluies sont annoncées dans la région. Certes, par endroits, la décrue est amorcée et dans plusieurs communes, les habitants ont commencé les opérations de nettoyage, mais certains sont résignés. C'est le cas à Montignac, à une quarantaine de kilomètres de Brive. Le village a été inondé 7 fois l'an dernier. Sur place, Alexandra Vira, Christophe Deveau et Sarah Francesconi. Montignac hier, Montignac cet après-midi. Le long de la Vézère, le niveau d'eau a considérablement baissé depuis cette nuit. L'eau se retire mais laisse derrière elle une épaisse couche de boue. Ce restaurant retrouve peu à peu son aspect habituel. On nettoie, on fout les chauffages à fond pour éviter que ça se détériore. On va essayer d'aller au plus vite et de réouvrir au plus vite. Mais la terrasse est loin d'être prête pour accueillir les vacanciers. Elle est sous l'eau toujours, sous l'eau, pleine de boue. On termine l'intérieur aujourd'hui, puis demain on attaque la terrasse. Ce sera la dernière étape. Les habitants s'attaquent eux aussi au grand nettoyage. C'est monté juste ici. Difficile de voir son logement inondé une année de plus. Ça fait mal à l'estomac, mais si vous voulez, on est obligé de nettoyer. Hein. C'est notre maison. Dans les rues, il faut aller vite avant que la boue ne sèche. Les agents municipaux se sont tous mobilisés tôt ce matin. C'est essayer de pousser ce sable, cette boue, et essayer de nettoyer pour que les gens puissent rentrer chez eux. Ce bar venait d'ouvrir la semaine dernière, mais voilà qu'il faut tout recommencer et repousser le début de la saison. Il y a plusieurs jours de travail encore, il va falloir déshumidifier tous les murs, toutes les prises et tout ça. On espère que c'est fini pour cette année et que la Vézère ne va pas ressortir et qu'on va pouvoir faire une bonne saison. Tout sera prêt pour accueillir les touristes la semaine prochaine. 25 degrés sont attendus, avec un grand soleil. Le patron de plusieurs boulangeries artisanales est convoqué demain au commissariat. 4 ans après un contrôle de l'inspection du travail, il risque une amende de 78 000 euros. Le 1er mai 2021, il y a 4 ans donc, il avait ouvert l'une de ces boulangeries dans laquelle travaillaient une vingtaine de salariés, ce qui est interdit. Victor Topneau, Sophie Hernandez et Alix Ponsard. Jamais ce boulanger n'aurait imaginé recevoir un tel courrier. Une convocation demain matin au commissariat de police. Pour y être entendu, en qualité de mise en cause pour les faits de non-respect des règles du chômage du 1er mai. Sa faute, avoir travaillé avec ses salariés un 1er mai il y a 4 ans. Quelques jours plus tard, il reçoit un courrier de l'inspection du travail lui indiquant qu'il s'expose à près de 80 000 euros d'amende. C'est complètement disproportionné, sachant qu'en plus 99% des boulangeries, elles étaient ouvertes. Donc nous, on n'a pas compris pourquoi c'est tombé sur nous et pourquoi ça tapait aussi fort. La loi interdit en effet le travail des salariés de boulangerie le 1er mai, activité jugée non essentielle. Jean-François l'ignorait, il plaide la bonne foi et souhaite un assouplissement des règles. Permettre à un fast-food d'ouvrir en plein Paris sans aucun souci, mais de dire qu'un artisan boulanger qui fait tout maison, lui n'a pas le droit d'ouvrir, je vois même pas la cohérence qu'il y a derrière. Soit tout le monde ferme, soit tout le monde ouvre. Certains commerces, comme les restaurants, ont pourtant le droit d'ouvrir le 1er mai. Les clients de la boulangerie s'interrogent. Je ne comprends pas pourquoi on veut forcément légiférer et interdire et pas laisser le choix aux citoyens de faire ça. Ce jour-là, tous ces salariés étaient payés double. Incompréhension pour Jade, vendeuse,
qui a l'habitude de travailler les jours fériés. C'est un peu pénaliste dans le sens où c'est une journée de perdu, entre guillemets, où on n'est pas payé double. Une proposition de loi est à l'étude pour permettre aux boulangers d'ouvrir le 1er mai. Vous avez sans doute entendu parler du chocolat Dubaï, une barre fourrée à la pistache, promue par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette friandise a provoqué une explosion de la demande mondiale de pistaches dont les prix ont bondi de plus de 35% en un an. Arsène Gay, Taslim Mazouzi et Maxence Grunfogel. Dans ce supermarché aujourd'hui, plus une seule barre chocolat pistache. Presque plus de tablettes du même goût non plus. Les Français sont-ils subitement devenus accros à ce fruit à coque? Oui, si l'on en croit l'incroyable succès du chocolat Dubaï. Une razzia sur la pistache, pas sans conséquence pour ce pâtissier. Les grosses enseignes se sont mis à en proposer et donc il y a une augmentation des prix auprès de nos fournisseurs. Le fournisseur d'Ayoub, par exemple, lui a annoncé augmenter ses prix de 20%. Ce qu'on va faire, c'est que on va, au lieu de proposer 3 desserts à la pistache, on va en proposer 1 ou 2. Selon un géant du marché, le prix des pistaches serait passé de 14,70 € l'an dernier à quasiment 20 € cette année. La raison ? Les États-Unis, premier producteur mondial, ont connu une mauvaise récolte en 2024. De son côté, l'Iran, deuxième producteur mondial, a détourné une partie de ses exportations vers les Émirats arabes unis au détriment de l'Europe. Ce chocolatier français installé à Dubaï nous confirme cette folie mondiale pour la pistache. Il y a un an, on en vendait 3 ou 4 par jour, et puis maintenant on est à 30 tablettes par jour. En tant que chocolatier, moi j'adore. Il faut juste que ça continue, quoi. Le bonheur des uns ferait-il le malheur des autres? Manquera-t-on de pistaches, par exemple, pour nos apéritifs? Ce fournisseur français l'assure, pas de pénurie en vue. Il faut être patient. On note une forte activité, une forte demande sur la pistache et tous ses dérivés. Donc que ce soit la pistache décortiquée, de la pistache émondée, de la poudre de pistache. La situation a fait que les délais d'approvisionnement peuvent être un peu plus longs qu'habituellement. Des difficultés d'approvisionnement qui pourraient bénéficier à la production française des pistaches en Provence, encore peu développée pour le moment. Le sujet revient régulièrement dans l'actualité, mais cette fois avec un peu plus de force. 33 maires de grandes villes se disent favorables au droit de vote dès l'âge de 16 ans. Cela concernerait 1 600 000 jeunes aux prochaines élections municipales en 2026. Qu'en pensent les premiers concernés? Alison Tassin et Alice Mouchard leur ont posé la question. En pleine répétition pour leur spectacle d'été, nous sommes allés interroger de potentiels futurs électeurs. Des ados aux avis bien tranchés. Donc je pense qu'à 16 ans, on n'a pas encore la maturité de se dire je vais voter pour tel parti avec tels idéaux. C'est pas forcément adapté, je pense. Mais on n'a rien vécu encore. Laissez-nous vivre un peu. Moi, je pense que je suis prête à voter. Et je trouve qu'en fait, c'est bien parce que ça fait participer les jeunes à la vie active, à la vie politique, du coup. Une envie de voter tôt, assez isolée. Beaucoup considèrent que c'est une responsabilité trop lourde pour leurs jeunes épaules. À 16 ans, on est encore en train de grandir, du coup, je trouve que c'est mieux de le laisser à 18 ans. Leur professeur de danse craint un manque de recul vis-à-vis des discours politiques. On ne vote pas non plus que pour un personnage politique, on vote pour un programme. Donc il faut être aussi capable d'aller s'intéresser à un programme politique. Voter dès 16 ans, la proposition est poussée par une trentaine de personnalités politiques, principalement de gauche, avec un argument. Aujourd'hui, en France, on peut ouvrir un livret d'épargne à 12 ans. On a une responsabilité pénale à 13 ans. On peut faire un testament à 16 ans. Mais par contre, pour voter, il faut attendre 18 ans. En Europe, l'Autriche et Malte permettent le vote dès 16 ans. La Grèce, dès 17 ans. D'autres pays, comme l'Allemagne, réservent le vote des mineurs aux élections locales. Alors quel effet pourrait-il avoir en France ? On regarde par exemple à l'élection présidentielle le vote des primo-votants des 18-24 ans. D'abord, ils n'ont pas voté, c'était le premier renseignement. Et quand ils ont voté plutôt pour Jean-Luc Mélenchon, puis Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron. À moins d'un an des municipales, le calendrier pour modifier l'âge de vote paraît serré, d'autant que le gouvernement ne s'est pas prononcé sur cette proposition. On évalue son coût à plusieurs centaines de millions d'euros chaque année en France. La fraude à l'assurance auto pourrait encore prendre de l'ampleur grâce, ou plutôt à cause, de l'intelligence artificielle. C'est l'enquête de ce 20h qui prouve que les apparences peuvent être très trompeuses. Chloé Barbeau, Hortense Villat et Thomas Gatti.
Connaissez-vous le jeu des 7 différences? C'est essentiel pour un expert en assurance. En haut de l'écran, un véhicule le jour de la signature du contrat. En bas, la voiture après un léger accident. Dans ce dossier, il y a un piège. Seule la plaque d'immatriculation est identique. Si on regarde de très près, on se rend compte que ça a été modifié et qu'il y a une fausse plaque qui a été mise sur le véhicule en trafiquant l'image. Selon cet assureur, nous sommes devant une tentative de fraude. L'objectif du fraudeur, c'est d'acheter un véhicule accidenté, pas cher, de faire payer l'assurance pour remettre le véhicule en état et de pouvoir bénéficier d'un véhicule comme neuf. Ça vous coûte combien, ça? Une réparation comme ça peut aller jusqu'à 2 500 € pris en charge totalement par l'assurance. Dans certains cas, l'indemnisation peut être accordée sur la base de simples photos. Le passage d'un expert n'est plus systématique. Une mesure d'économie et d'efficacité. Pour du paiement en gré à gré, c'est-à-dire qu'en fait on donne de l'argent directement à l'assuré, ça peut être aussi extrêmement rapide. En moins de 24 heures, dans certains cas, l'assuré peut être indemnisé. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, les assureurs redoutent de recevoir encore plus de photos truquées. À quel point est-ce facile de créer une image réaliste de dégâts fictifs? Après avoir photographié notre voiture de reportage, nous avons apporté nos clichés à une experte en intelligence artificielle. Selon elle, n'importe qui peut truquer une photo avec des questions bien tournées. Là, c'est pas très réaliste. Non, c'est pas très réaliste. Avec un phare cassé. Elle précise sa demande en anglais. La deuxième tentative est plus concluante. Là, on pourrait croire qu'il y a eu un choc. Les algorithmes se sont améliorés, mais d'une manière fulgurante. Et donc aujourd'hui, on est capable de produire des images assez précises et de très bonne qualité. La fraude à l'assurance automobile est estimée à 236 millions d'euros par an. La faute, selon ce garagiste, à la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, tout se fait à distance sur des plateformes numériques. Et les experts, en fait, c'est juste un système de chat et d'échange avec des photos ou des vidéos. Lui ne se laisserait pas berner par notre trucage. C'est pas possible d'avoir un choc et un plastique abîmé de cette façon. Même le phare, en fait, ne veut pas se casser de cette façon. On voit vraiment que ça a été retouché. On dirait que ça a été fait comme une sorte de papier, comme si on avait chiffonné du papier. Quelqu'un qui est dans le métier voit tout de suite que ça a été modifié. Pour lutter contre les fraudes, les assureurs utilisent eux aussi l'intelligence artificielle. Comme avec cette technologie qui sécurise l'envoi des photos. Pour signaler un accident, certains assurés doivent désormais utiliser l'application de leur assurance. On me demande les dégâts à 3 mètres de distance. Impossible d'envoyer une image trafiquée. On valide, on n'a pas de photos additionnelles à prendre, donc on peut terminer ici le parcours de photos. Ce qui fait qu'on a bien l'heure et la date et le lieu qui sont collectés avec la photo. Après réception, une intelligence artificielle génère un rapport détaillé à l'assureur. L'idée, c'est d'offrir la meilleure fiabilité pour que l'assureur puisse prendre les meilleures décisions concernant l'indemnisation des assurés. La fraude à l'assurance automobile est un délit, passible de 5 ans de prison et de 375 000 € d'amende. Quand le réchauffement climatique s'invite jusque dans votre assiette, en voici une étonnante illustration. Les sardines en boîte sont de plus en plus petites à cause de la surpêche, mais aussi de la raréfaction de son aliment de prédilection, le plancton. Reportage en Bretagne et au Pays Basque d'Olga Lévesque, Médéric Pirker et Hortense Villatte. Voilà 19 ans que Jérémy pêche de la sardine. Ça s'appelle des cuves à sardines. C'est à peu près 2,5 tonnes de sardines par cuve. Pendant l'hiver, il peine à la remplir quotidiennement, car des sardines, il y en a moins, mais surtout, elles ont quelque chose de différent. On voit moins de grosses sardines qu'on voyait il y a 10 ans, oui, effectivement. Un constat fait par toute la filière et par les scientifiques. En 15 ans, la taille des sardines de l'Atlantique a quasiment diminué de moitié, passant de 25 à 13 cm. Mais pourquoi nos sardines ont-elles rétréci ? Tout simplement parce que la base de leur alimentation, le plancton, s'est lui aussi appauvri à cause du réchauffement climatique. On a l'impression que les poissons trouvent aujourd'hui dans les assiettes non plus des beefsteaks, mais des croquettes. Et ça, évidemment, ça veut dire une nourriture moins énergétique. Dans cette conserverie, on a dû s'adapter à ce changement de taille. Regardez, cela saute aux yeux. À gauche,
Un bocal de 2019. À droite, un autre de cette année. Preuve que les sardines sont beaucoup plus petites. Alors pour que le produit final fasse le même poids, 270 grammes, il faut en mettre plus. Et c'est donc plus de poissons à couper et à sécher. Donc forcément, ça coûte plus cher en main-d'œuvre que si j'avais des très grosses. La main-d'œuvre, c'est 70% du coût de fabrication. Pour l'instant, le prix n'a pas bougé. Ça, c'est de la très belle sardine. Car cette conserverie ne s'approvisionne plus en France, mais en Espagne. Ces sardines viennent de Galice, puisque je n'ai pas trouvé mon bonheur localement. Cette année en tout cas, et même l'an dernier. Un problème de taille qui perturbe toute la chaîne alimentaire. Car les prédateurs de la sardine, ce sont les thons, les dorades ou les merlus. En 10 ans, leur taille a également diminué. Oubliez le livret A trop prévisible et la bourse bien trop risquée. Pourquoi ne pas devenir propriétaire d'une vache ou d'un champ qu'ensuite vous louez à un agriculteur? Vous percevrez chaque mois un loyer tout en soulageant la trésorerie d'un producteur de lait, de noisettes ou d'amandes. C'est le grand format de ce 20h, signé Kezia Cretin et Thomas Gatti. Sauriez-vous faire la différence entre ces deux vaches? Celle de droite appartient à cet agriculteur, celle de gauche n'est pas à lui. Il la loue auprès d'un particulier. Une stratégie pour diminuer les coûts et agrandir son exploitation. Pour pouvoir pallier à beaucoup de charges supplémentaires qui étaient liées à l'électricité, au coût des matières premières et tout, j'étais obligé de pouvoir augmenter le troupeau. Ici, une vache sur 3 est en location. Yann Moine débourse 500 € par mois pour s'occuper de 20 montbéliardes supplémentaires et presque doubler son troupeau. Les acheter lui aurait coûté plus de 30 000 €. Impossible pour lui. Ces vaches ne sont pas à lui, mais c'est tout comme. Il les nourrit, les soigne. La production de lait lui appartient. Ce qui lui permet d'utiliser cette machine à traire à son plein potentiel. Comme il n'y avait pas assez de vaches, elle était plus souvent arrêtée qu'en fonctionnement. Avant, on produisait 800 litres de lait par jour. Maintenant, on a 1400 litres de lait par jour. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Déjà, on peut faire plus de fromage. Résultat, 85 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire en un an. Le dispositif fonctionne grâce à des investisseurs comme Guillaume Conjard. Il y a quelques mois, il a acheté 5 vaches pour 10 000 € auprès d'une entreprise spécialisée. Donc vous en avez qui sont localisés en Bretagne, essentiellement, puisque c'est le gros bassin laitier. Selon lui, ce n'est pas juste une question de rentabilité. En tant que petit-fils de paysan, j'avais envie de contribuer en fait, à l'accompagnement des agriculteurs. Et c'est totalement détaché d'un futur rendement qui pourrait être sûrement meilleur ailleurs. Mais au moins, là, on est dans un schéma assez pérenne. Les investisseurs s'engagent pendant 10 ans. Un loyer leur est versé chaque année. Ce n'est pas la production de lait qui compte, c'est le nombre de vaches qu'ils ont achetées. On est sur un rendement qui est très stable. Il est de l'ordre de 3,24% en moyenne ces 10 dernières années, qui est complètement décorrélé des marchés boursiers, d'accord, puisqu'on est investi dans l'économie réelle. En cas de catastrophe, une solution est prévue. Il existe toujours un risque quand on place de l'argent, mais une grande compagnie d'assurance garantit la perte des animaux. Donc l'investisseur, lui, en fait, lorsque sa vache, elle décède, elle est automatiquement remplacée par une nouvelle qu'on va prendre dans le cheptel. Donc pour lui, c'est transparent, il ne perdra pas d'animaux. Comment soutenir un agriculteur qui n'a pas d'animaux? Dans le Lot-et-Garonne, ce producteur de fruits à coque a trouvé la solution. Il a vendu une partie de son terrain à des particuliers. 6 hectares qu'il continue à exploiter contre un loyer annuel versé à ses investisseurs. La vente lui a rapporté 111 000 € de trésorerie, un coup de pouce nécessaire dans une période difficile. Avant, il y a beaucoup de problèmes climatiques. Il faut se prendre des garanties un peu plus qu'avec une autre banque. Voilà, il y a la banque, mais il y a aussi ça. Et ça, c'est quand même un bon outil. Et voilà à quoi va servir cet argent. C'est ici la future casserie. Une machine dernier cri pour casser la coque des fruits d'une valeur de 500 000 €. Sans cet investissement, l'exploitation serait en péril. Sans la casserie, on ne peut pas travailler. On ne peut pas vendre des noisettes ou des amandes à des chefs étoilés avec la coquille. Il faut que ce soit cassé. Pour André Tesson, les 6 hectares vendus ne sont pas définitivement perdus. Il est prévu que dans 20 ans,
Au terme du contrat, ces 2 filles, c'est la priorité pour les racheter, pour continuer de faire prospérer l'exploitation familiale. De grandes tablées en plein air, de la musique. La recette de la guinguette est connue au moins depuis Auguste Renoir, il y a un siècle et demi, mais elle avait perdu en popularité. Ces dernières années, ces restaurants champêtres font un retour en force. Plus de 1500 vont rouvrir dans les prochaines semaines. L'accordéon et le bal musette ont laissé la place à un autre genre de musique. Sur les bords de Loire, Nicolas S. et Fanny Bourdillon. Bien loin de l'ambiance bal musette d'autrefois, dans cette guinguette, les platines ont remplacé l'accordéon. Cet établissement a ouvert ses portes il y a quelques jours. Après toute une semaine de montage, la musique est partie, le public est arrivé sur place et il y a l'élément le plus important qui est arrivé, qui est le soleil. Le soleil, élément indispensable pour ce genre d'établissement, car ici, tout se passe à l'extérieur. Les gens sont cool, je trouve. La boisson, la nourriture, tout est bon. Du soleil, de la musique. Et puis de la joie, de la bonne humeur, qu'on en a vraiment besoin. Regardez par ici. Autour de cette grande table, ce groupe d'amis a sorti le grand jeu. Après le travail, boissons et plateau apéritif. Déjà le cadre qui est quand même très sympa. On est vraiment côté un peu campagne, mais proche de la ville en même temps. Et pour passer commande, il faut faire preuve de patience. Certains week-ends, plus de 1000 personnes fréquentent les lieux. Ici, le tarif des boissons est attractif. Prix de départ, 2,50 € pour un soda. On n'est pas dans un restaurant, j'allais dire, sur la côte où des fois les prix sont un petit peu plus chers. On doit toucher un maximum de personnes, donc on doit rester sur des prix qui sont accessibles. Plus loin sur la Loire, autre ambiance dans cette guinguette installée au bord du fleuve. Ce soir-là, un concert de jazz avec parfois l'impression d'être en croisière. On entend du jazz, il y a le soleil, il y a la Loire, c'est... Je sais pas, c'est une autre ambiance, c'est à Nantes en n'étant pas à Nantes. Cette guinguette existe depuis 6 ans. Son succès surprend encore son responsable. Au début, je pensais que c'était une mode qui allait passer. Quoi. Et finalement, en fait, les gens se sont rendus compte que voilà, ça représente la liberté quand même, une guinguette. La liberté d'observer un coucher de soleil ou de danser au rythme de la musique. Les premières guinguettes ont vu le jour au 19e siècle. Nous ne sommes que mi-avril et déjà plus de 18 000 hectares, l'équivalent de 25 000 terrains de football, ont brûlé depuis le début de l'année en France, notamment en Bretagne et en Bourgogne, des régions jusqu'à là plutôt épargnées. Il existe une technique efficace mais difficile à mettre en œuvre car elle mobilise beaucoup d'hommes, le brûlage préventif. Reportage tourné dans la montagne corse par Sylvie Pinatel, Paul Bouffard et Loïc Gorgibus. C'est l'un des meilleurs outils de prévention contre les feux de forêt. Température 12 degrés. La technique du brûlage dirigé. Vent 7 km/h est. Ce qui est idéal pour à la fois conduire le feu et pas trop pour ne pas se faire déborder ou ne pas avoir de saute éventuelle. C'est évidemment le risque. Mais la vingtaine de pompiers et de forestiers engagés ce jour-là près des aiguilles de Bavella mesurent parfaitement les dangers du maquis. Même quand il ne paraît pas très fourni. Regardez la hauteur des flammes, ça propage le feu très vite et c'est très calorifique, c'est tellement chaud l'été, on s'en approche pas. C'est grâce à ce brûlage, déjà réalisé ici il y a 6 ans, que l'incendie de Bavella en février 2020 a notamment pu être stoppé. On lui a enlevé du combustible et donc on l'a empêché de pouvoir poursuivre sa route. Le combustible, c'est toute la problématique en Corse. 350 000 hectares de végétation supplémentaire en 150 ans. Toussaint Barboni étudie les feux à l'université de Corte. Et selon lui, le risque n'a jamais été aussi grand parce qu'avec les sécheresses qui s'allongent, il y a de plus en plus de bois morts. Par exemple, ici, on a de la bruyère. Ça, c'est vivant, qui va moins bien brûler. Et ça, on peut estimer que c'est du combustible mort. Et ça brûle beaucoup. Et ça brûle. C'est pour ça qu'il faut débroussailler. Il faut débroussailler. Si on débroussaille, le feu n'a plus rien à manger. Il va aller voir les zones où il y a de quoi manger et il va contourner les maisons. Et c'est important de respecter ces OLD, donc ces obligations légales de débroussaillement, définies à 50 mètres autour de sa maison. C'est une obligation prévue par la loi, qui n'est pas assez respectée, surtout dans des villages qui se vident de leurs habitants. Prunelli, qui domine la côte Est, est en cela un cas d'école. Ouvert aux 4 vents et donc vulnérable au feu. Une situation de risque qu'un scientifique de l'université de Corte a mesurée précisément. Et c'est dans ce canyon-là
que le feu est accéléré. Jean-Baptiste Philippi, qui est aussi pompier volontaire, a simulé numériquement l'un des scénarios possibles. Le feu, dans ce canyon, va créer son propre vent. Ça accélère le vent et va potentiellement coucher les flammes. Et s'il y a suffisamment de végétation, ça va donner suffisamment d'intensité, de puissance pour que ces flammes-là arrivent à toucher les habitations et devenir un feu urbain. Un outil qui aide les pompiers à se déployer sur le terrain et qui a de surcroît convaincu les propriétaires des premières maisons, susceptibles d'être touchées, de faire le nécessaire. Là, on voit bien que ça a été bien débroussaillé et les arbres sont assez loin de la maison. Donc si un feu arrive, on est assez protégé du fait qu'on ait bien respecté les OLD. Couper la route du feu, c'est la stratégie. Et c'est à cela que scientifiques, pompiers et forestiers travaillent de concert. Comprendre d'où vient le risque et débroussailler partout où c'est nécessaire. Des dizaines de zones coupe-feu comme celle-ci sont aménagées. Et là où les engins ne passent pas, rien de mieux donc que ces feux préventifs. À 1500 mètres d'altitude, la vingtaine d'hommes engagés finit de diriger le brûlage. Chef de lisière Bouche, chef de chantier. Laurent était là, il y a 5 ans, pour combattre l'incendie qui a emporté 4000 hectares. C'était pourtant en février. On a de la sécheresse, on a du vent, tout est réuni pour qu'on fasse des feux d'hiver. Hein. La vigilance qu'on avait avant pour la saison de feux de forêt, l'été, maintenant on arrive à l'avoir même toute l'année. Une vigilance et un travail préventif qui portent ses fruits. Puisque malgré la hausse du risque, les incendies en nombre et en superficie diminuent en Corse. 4000 hectares de brûlés il y a 20 ans, presque 10 fois moins l'an dernier. Ne manquez pas demain, à partir de 7h, la matinale de TF1 avec Maud Descamps et toute son équipe. Ils recevront notamment la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia, puis Koh Lanta. Demain, à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain.